est-il possible de réglementer les marchés financiers? Alors cette question, bien évidemment, les gouvernements se la posent depuis la crise, et même le G20 a engagé depuis 2008 un agenda pour réformer les marchés financiers. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, que ce n'est pas la première fois qu'on cherche à réglementer la finance. Et si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, eh bien, à chaque crise, on a tenté de le faire, et finalement, la réglementation mise en place a été à l'origine de la crise suivante. Charles Proudhon a écrit un livre qui s'appelle Le Manuel du spéculateur, et qui est un livre qui a été écrit à la fin du XIXe siècle. Et dans ce livre-là, eh bien, en fait, il signale que les gouvernements devraient tenter de réglementer les marchés financiers, et notamment, et c'est ce point-là qui m'interpelle, de réglementer les produits dérivés qui sont à l'origine de l'instabilité financière. Et Proudhon, un peu comme à son habitude, signale qu'au fond, réglementer les produits dérivés est une chose totalement impossible, parce que fondamentalement, elle est liée à la spéculation et qu'il est matériellement impossible d'interdire les produits dérivés, sauf à interdire les marchés financiers. Eh bien, cet enseignement, on pourrait le réactualiser, puisqu'au fond, l'enjeu actuel au niveau de la crise est bien le même. C'est-à-dire qu'on tente de réglementer les marchés financiers, de tenter de limiter l'instabilité financière, mais la question qu'on peut légitimement se poser, c'est s'il est possible de le faire. Et c'est ce que je vous propose brièvement d'analyser dans ce petit entretien. Alors je vais plutôt m'appuyer sur la crise actuelle, qui nous permet d'avoir une matière un peu plus nouvelle, et puis aussi une matière plus précise, et aussi de comprendre d'où vient la crise globale qui a été engagée à partir de 2007-2008. On parle abondamment aujourd'hui du concept de shadow banking, ou en français de système bancaire parallèle. En fait, ce système bancaire parallèle comprend un ensemble d'organisations, d'activités qui se situent entre une activité bancaire traditionnelle et une activité financière pure. Donc autrement dit, l'activité bancaire traditionnelle, si je la résume brièvement, c'est le fait de faire du crédit aux entreprises, aux ménages, et en contrepartie de fournir de la liquidité, de la monnaie aux clients. Donc que ce soit des billets, une carte de crédit, une carte de paiement ou des chèques. De l'autre côté, la finance, eh bien, traditionnellement, la finance assume trois fonctions. Le financement de l'économie, autrement dit, assurer l'émission de titres. Le transfert, couverture des risques, autrement dit, permettre à ceux qui ont des risques de le transférer. Et aussi le placement de l'épargne. Structurellement, la finance est un espace où vous avez du risque qui ne peut pas être couvert. Autrement dit, vous avez ce qu'on appelle ou une incertitude irréductible ou du risque irréductible, à savoir que nécessairement, quelque part, vous avez des gens qui prendront des risques. Même si vous en avez certains qui veulent le transférer, d'autres, ailleurs, eh bien, le supporteront. Donc, on a une scission forte entre ces deux logiques. Et cette scission forte, eh bien, on la retrouve dans la réglementation actuelle. À savoir, la réglementation actuelle est issue de la crise de 1929. Et dans la crise de 1929, un des grands enseignements avait été le désir de séparer de façon définitive les activités bancaires de les activités financières. C'était le fameux Glass-Steagall Act aux États-Unis, mais on a eu la même chose en France. Alors cette séparation, quelle était derrière la logique? Eh bien elle était, on protège les activités bancaires. Pour quelle raison? C'est parce qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement de l'économie, de tous, du grand public, des entreprises, des ménages, de l'État. Et quelle est cette fonction particulière qu'assument les banques? Eh bien, c'est la diffusion de la monnaie, mais aussi la diffusion du crédit. Et les deux, à l'échelle macroéconomique, eh bien, vont permettre au circuit économique normal, je dirais, de fonctionner. Autrement dit, on protège les banques parce qu'il faut qu'il y ait du crédit, mais pas trop de crédit, c'est pour ça qu'il faut qu'on y arrive, et il faut qu'on garantisse une forme de confiance des déposants, des créanciers, et des débiteurs vis-à-vis de la banque et de la monnaie. Donc on protège la banque, mais en contrepartie, puisque c'est un peu contraignant pour elle, on lui assure un refinancement peu coûteux. Donc toutes les banques ont la possibilité de se refinancer auprès de la Banque centrale
Un taux d'intérêt, aujourd'hui, le taux d'intérêt, il est nul, hein, même il est négatif si on met le peu d'inflation qu'on a. Et donc, en fait, c'est vraiment pas cher pour les banques de se refinancer. De l'autre côté, vous avez la finance, les banques d'investissement, et là, eh bien, finalement, la réglementation est bien moindre, pour une raison toute simple, c'est qu'on va estimer que les personnes qui y vont doivent assumer les risques qu'ils y prennent. Donc, résultat, vous avez les banques d'investissement qui ont été créées après 29, qui étaient en gros réservées à des experts fortunés qui acceptaient les risques pris. La seule intervention publique consiste à assurer que les marchés financiers ne perturbent pas trop l'ordre public. Et donc, résultat, sur les marchés financiers, l'État va intervenir dès lors que les ménages lambda peuvent y aller. Donc, par exemple, les ménages lambda vont potentiellement peut-être acheter des actions ou des obligations. Donc, on a des titres réglementés où la puissance publique contrôle, et puis on a des produits tels que les OPCVM qui sont totalement encadrés par l'État. Par contre, dans l'espace financier, vous avez tout un espace qui est totalement non réglementé, qui est ce qu'on appelle les produits de gré à gré, les produits OTC si on prend le terme anglais, les innovations financières, et là on estime que les individus qui y vont prennent le risque. Alors si on a bien ça en tête, eh bien on comprend mieux l'enjeu de ce fameux système bancaire parallèle ou shadow banking. À partir du moment où on a permis aux banques, en France c'est à partir de 1984, aux États-Unis ça se fait tout au long des années 90, en tout cas l'abrogation du Glass-Steagall Act c'est en 1999, on va permettre aux banques de développer des activités financières. Et bien assez logiquement, les banques se sont dit, à partir du moment où on peut faire des activités financières, un certain nombre d'activités qui sont très très réglementées, qui nous sont coûteuses, comme l'activité de crédit, il serait bon de les transférer petit à petit à l'espace financier en profitant ainsi d'une réglementation allégée. La finance est aussi très séduisante parce qu'elle permet de transférer les risques. Donc par exemple sur le crédit, avant les banques étaient les seules à supporter le risque de crédit, autrement dit si quelqu'un ne payait pas, c'est les banques qui en pâtissaient. Tous les dérivés de crédit ou la titrisation ont été des mécanismes pour permettre aux banques de transformer des crédits en des titres financiers et ainsi avoir de la liquidité et aussi transférer les risques. Donc tout l'espace parallèle qui s'est construit eh bien, était un espace hybride qui mélangeait des logiques bancaires et financières en essayant de faire en sorte de créer des organisations ou des titres qui profitaient du crédit et en même temps profitaient de la finance. Et bien évidemment, il y a un revers à cela, et quand vous avez ces produits hybrides, eh bien, ils vont supporter les risques au bancaire, qui est lié à la procyclicité du crédit, autrement dit le fait que les banques structurellement à un moment ou à un autre vont faire plus de crédit qu'il n'en faut, et de l'autre côté du crédit, où vous avez potentiellement de l'instabilité qui vient qu'à un moment donné, vous avez un titre qui était parfaitement échangé avant et qui du jour au lendemain peut ne plus vouloir être échangé, c'est ce qu'on appelle une crise de liquidité. Donc, la crise de 2007-2008 naît uniquement de ce que vous aviez une réglementation qui était avec une séparation banque-finance, avec un creux à l'intérieur, et le système bancaire parallèle s'est précisément mis dans cet espace vacant de la réglementation. Alors on voit bien que le problème aujourd'hui de la réglementation est de tenter de réglementer de façon plus large, et non plus on va dire de façon stricte les banques, un peu moins stricte la finance, mais d'avoir finalement un continuum total de réglementation et de faire en sorte que les activités financières des banques soient contrôlées au même titre que les activités bancaires. Et donc c'est en ce sens-là que Bâle III a modifié un certain nombre et construit de nouveaux ratios pour bien évidemment intégrer ces paramètres-là. Malheureusement, il faut bien avoir en tête qu'on ne pourra jamais parfaitement contrôler l'espace de la finance. Pour une raison toute simple, c'est qu'on aura toujours cette part de risque irréductible. Et précisément, la finance aura cette instabilité qui lui est propre. C'est-à-dire que si on veut couvrir les risques, il faut bien qu'il y ait quelque part des gens qui les prennent. Or, on voudrait, et je dirais que c'est quelque chose beaucoup plus global de la société, contrôler tout le risque. Or, précisément, ce n'est pas possible. On a nécessairement du risque qui existe, du risque entrepreneurial, du risque politique, du risque social, et vraisemblablement on en aura de plus en plus dans les temps futurs. Donc bien évidemment, si on veut contrôler les banques, les assurances, les fonds de pension,
c'est très bien. Si on veut que les entreprises soient elles aussi couvertes contre le risque de change, par exemple, eh bien, il va falloir accepter qu'on ait dans l'espace du système économique et financier des entités qui échappent à cette réglementation ou qui aient une réglementation moindre. Et bien évidemment, dès lors que vous avez ce type d'acteurs qui sont nécessaires, encore une fois, eh bien ces acteurs-là vont attirer à eux des personnes qui voudront faire du profit dans ces espaces-là. Ce sont bien évidemment les hedge funds. Donc, à vouloir trop protéger, à vouloir du risque zéro, eh bien, on oublie le fait qu'il y aura du risque, et ce risque-là est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie, voire de la société.